On arrive dans ce projet-là d'une perspective multidisciplinaire et la mienne est essentiellement, j'ai une formation en économie politique, puis j'ai une approche historique et ce sur quoi j'aimerais me pencher avant de commencer une cartographie formelle et afin de me familiariser avec l'interface entre le droit du travail et le droit social au Québec. J'ai besoin d'une certaine compréhension du modèle social québécois euh, tel qu'il a émergé. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est les prémices à une analyse du modèle social québécois. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est présenter la période de bifurcation, si je puis dire, entre le droit du travail et le droit social, à une époque où les deux régimes étaient fort contestés. Alors, je vais partir essentiellement d'une discussion de la crise d'un régime libéral qui couvrait à la fois le droit du travail et le droit social à la fin du 19e et au début du 20e siècle. La crise allant s'approfondissant du régime libéral dans l'entre-deux-guerres et en particulier pendant la grande crise de 29-39, qu'on appelle la Grande Dépression aussi. Et ce que je voudrais mettre en exergue, c'est la pluralité des visions qui ont émergé de la sécurité sociale ou de la protection sociale durant cette période-là. Je vais parler de la vision qui prévalait à l'époque, une vision clérico-conservatrice, qui est aussi dominée de 44 à 60 sous le régime du Plessis. La crise d'un régime libéral auquel parfois on a l'impression de revenir avec le néolibéralisme dans sa logique essentielle, mais aussi des alternatives en termes de vision syndicale ou des visions réformatrices, à la fois les visions mises de l'avant par les associations de travailleurs, mais celles de réformateurs, y compris, je suis à l'Université Laval ici, le fondateur de notre faculté a eu un rôle, comme je vais le dire, Georges-Henri Lévesque a joué un rôle important pour amener des discussions qui nous venaient de l'OIT sur le droit social au Québec en s'inspirant des expériences internationales. Et je vais terminer sur ce point-là tout à l'heure. On imaginait, comme on le verra, un modèle où le droit du travail et le droit social seraient parfaitement intégrés. Je vais commettre une hérésie ici. Je vais simplement aller dans le document que je suis en train de vous montrer et je vais le partager. Euh, voilà. Et mon point de départ ici, je vais essayer de tasser quelque chose qui m'empêche de le voir. Voilà. Quand on regarde les historiques ou les analyses sociologiques de l'État social ou l'État-providence, on est frappé par la linéarité de l'analyse. On a souvent une présentation de l'État-providence d'après-guerre comme l'aboutissement d'un long processus où les inégalités sociales existantes sont progressivement contraintes à la réglementation étatique. On pourrait prendre, par exemple, ici, le travail classique de Marshall sur les strates de citoyenneté, où on passe d'une citoyenneté civile à une citoyenneté politique et ensuite à une citoyenneté sociale. Je vais prendre une vision moins téléologique de la construction de l'État-providence en m'inspirant des travaux du regretté Jean-Marie Fecteau, qui présente les lignes de césure ou de crise où à la fois le droit social et le droit du travail sont réinventés. Et essentiellement, Fecteau part de l'idée d'une crise de l'ordre juridique libéral à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui avait plusieurs sources, je vais y revenir, mais une crise essentiellement qui a été provoquée par l'émergence de nouvelles formes de regroupement dans la société civile, des regroupements comme les associations de travailleurs ou les groupes de femmes ou les groupes de défense des gens en situation de précarité ou de vulnérabilité, qui sont devenus des pôles de cristallisation de la question sociale, puis des moyens de défense contre les méfaits du régime libéral qui était en vigueur à cette époque-là. Mais bientôt, on a découvert la capacité normative des associations qui émergeaient et des gens ont inventé un droit du social ou un droit du social, un droit social qui déléguait à ces associations de travailleurs un rôle important dans la production des normes de protection. Et je vais revenir sur le modèle qui a été élaboré au Québec tout à l'heure. Alors, la crise du modèle libéral de régulation sociale, elle est bien connue. La logique de ce régime-là, à laquelle on semble être revenu à certains égards, c'est premièrement que
l'assistance sociale doit être présidée par deux grands principes. L'État ne doit pas nuire à la centralité du travail salarié puis la loi du marché. Donc, il faut maintenir les contraintes matérielles et morales qui vont faire en sorte que les travailleurs valides vont être encouragés au travail et il ne faut pas encourager l'oisiveté ni le vice. Le deuxième principe, c'est que l'État doit avoir un rôle de suppléance lorsque la société civile n'est pas capable de satisfaire à la protection élémentaire des plus vulnérables. Et ce qu'on a vu au Québec, c'est une expérience où c'est l'Église, plutôt que l'État, qui a quadrillé la société civile et établi, jusque dans les années 60, à la Révolution tranquille, des mesures de protection de type privé. Alors, cette fonction supplétive-là de l'État, qui a été en vigueur là, pour le plus long de l'histoire québécoise, c'est plutôt l'État-providence qui a été une exception, eh ben, elle a été de plus en plus contestée. Il y a eu trois phénomènes majeurs qui amènent à la crise du libéralisme. D'abord, c'est euh, l'émergence de luttes sociales, de sociétés d'entraide mutuelle du côté des travailleurs salariés, d'organisations de travailleurs qui avaient des revendications à la fois dans les lieux de travail, mais aussi sociales et politiques, comme on le voyait déjà à l'époque des Chevaliers du Travail. On a aussi les premières luttes féministes qui vont contester les règles qui président à la protection sociale des femmes. Puis ensuite, des luttes à saveur plus politique qui vont permettre l'extension du droit de suffrage et vont créer une demande sociale d'État. Les organisations populaires vont donner une formulation politique aux problèmes sociaux et demander des interventions. Ça va devenir, c'est le deuxième point derrière la crise ici, c'est que l'appareil administratif, même dans un régime de laisser-faire, s'est très fortement développé, surtout à partir du début du 20e siècle. Alors, l'État, en tant que structure et appareil de gestion, se consolide autour notamment de la protection des populations les plus vulnérables. On voit l'apparition des workhouses ou maisons d'industrie, l'école de réforme, l'asile, l'aide à la famille, la régulation des violences envers les femmes. C'est un ensemble de mesures que même un État dit du laisser-faire prenait pour pallier les contradictions qu'on voyait apparaître dans la société civile de l'époque. Ensuite, bon, il y a la crise, puis là, je vais me concentrer là-dessus, là. La crise des années 29-39 a amené des contestations de plus en plus grandes du modèle libéral de régulation. Et Fecteau propose un modèle, ses travaux sont relativement abstraits sur cette question-là. Je vais essayer de mettre de la chair sur l'os dans le temps qui m'est imparti. Il dit il y avait trois voies de sortie de la crise du libéralisme classique. Il y avait un libéralisme de type réformiste, et je vais en souligner des incarnations au Québec. Il y avait des formes de corporatisme, et on peut aussi là, trouver des exemples très clairs au Québec. Et pour la version socialiste, il y avait une orientation travailliste très marquée au sein du mouvement ouvrier au Québec, qui s'inspirait du Labour Party en Grande-Bretagne et de ses demandes en matière de construction d'un État social. J'y reviendrai aussi. Alors, ce que j'essaie de faire dans le travail qui est ici, c'est trouver les incarnations concrètes de ces voies de sortie de crise, leur interaction au Québec et comment l'État social en a émergé. Alors, je vais passer ici certains points sur la crise en tant que telle, mais ce qui prévalait au moment où la crise éclate, euh, un dernier point, c'est que je vais montrer les influences brièvement des conceptions européennes du droit social dans cette période charnière-là. Je reviendrai avec mon dernier exemple. Bon, ce qui prévalait à la fois avant la crise et sous le régime du Plessis jusqu'en 60, c'était une conception, une vision clérico-conservatrice de la sécurité sociale qui interagissait avec le régime du laisser-faire assez bien parce qu'on déléguait à l'Église le rôle essentiel dans la protection sociale. Donc, l'aide aux personnes nécessiteuses, selon cette logique-là, relevait de la famille, des organismes de charité privés, puis des institutions religieuses. Et puis, le discours avait une très forte dimension anti-étatique. L'Église systématiquement s'opposait au développement de mesures de protection sociale. Et ce, même après la publication par le Vatican d'encycliques qui prônaient le développement d'un État social, il y avait une très forte
opposition ou des réserves systématiques au développement d'un État social, et ça donnait une excuse pour l'État québécois, même des régimes libéraux, de ne rien faire jusqu'à l'époque de la Grande Dépression. C'est sûr que, par contre, au niveau des organisations de travailleurs, il y a eu une contestation très forte. Alors, il faut faire une différence ici entre la vision travailliste défendue au sein des syndicats internationaux, le CNTC notamment. Je n'aurai pas le temps de me pencher beaucoup là-dessus, mais on est ici vraiment une vision de l'État social ou de la protection sociale qui nous vient du travaillisme de Grande-Bretagne. Jacques Rouillard parle de social-démocratie, mais c'est réellement du travaillisme. Et graduellement, on a décidé d'avoir un filet de sécurité sociale pour l'ensemble de la population. Et il y a un renouvellement du travaillisme dans le temps qui a mené à la Fédération du Commonwealth coopératif, le CCF, qui a mis de la pression sur les libéraux pour qu'ils adoptent les mesures élémentaires de protection sociale qu'on va voir émerger après 1944. C'est fort différent tout ça de la vision du CTCC, de la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, qui était très liée à l'Église, mais qui, elle aussi, va adopter une plateforme qui prône non seulement les allocations familiales, mais les pensions de vieillesse et éventuellement va se libérer du conservatisme clérical. Surtout, on va demander une commission d'enquête sur les assurances sociales, ce qui va devenir la commission Montpetit. Et le gouvernement va accéder à ces requêtes-là et établir la commission Montpetit, qui va être le socle d'un réformisme libéral au Québec. Cette commission des assurances sociales du Québec, donc qui répondait à une demande syndicale, a remis en cause toute l'architecture de la protection sociale au Québec et surtout le fait que ce soit pris en charge par des institutions privées à nature religieuse. Sauf que, bon, chose qu'on sait, c'est qu'on maintenait les principes fondamentaux du modèle libéral, notamment là, la frontière entre l'indigence absolue puis la simple pauvreté, l'idée qu'il fallait simplement aider les indigents et inciter les autres à travailler. C'est encore la logique qui préside aux réformes aujourd'hui, à moins que je me trompe. Donc, de toute façon, tout ça a été... il y a eu quand même des visites qui ont été faites par la Commission Montpetit au Bureau international du travail. C'est bien documenté et ça a insufflé donc un nouvel esprit de réforme qui a fait en sorte qu'on demandait au gouvernement provincial d'instaurer des assurances sociales couvrant les risques de chômage, mais aussi de vieillesse et de maladie. N'eût été de la reprise du pouvoir par l'Union nationale de Duplessis, peut-être qu'il y aurait eu des mouvements, mais il n'y aura rien qui va se passer par la suite. Ce qu'il y aura plutôt, c'est un système d'assistance et de contrôle hyper libéral dont j'ai documenté les problèmes à l'époque de la dépression. Je vais passer là-dessus. Je vais aller sur les alternatives. Alors, c'est un désastre, la gestion libérale de la crise, et ce sera reconnu, c'est la deuxième section ici, à la fois par des réformateurs libéraux et des réformateurs catholiques. Et il me reste très peu de temps. Je vais ébaucher la différence entre les deux orientations ici. Mais lorsqu'on arrive en 1939, tout le monde constate l'insuffisance flagrante des ressources qui sont allouées, notamment à l'aide aux chômeurs. Euh, la ligne de division entre citoyens légitimes qui doivent être assistés et citoyens illégitimes qu'il faut plutôt rejeter, c'était raidi. Les femmes étaient exclues, les hommes seuls, célibataires, touchaient à peu près rien, les jeunes, les étrangers des villes et surtout les immigrants récents risquaient la déportation s'ils demandaient de l'assistance sociale à l'époque. Et en 1943, il y a un constat d'insuffisance et de crise sociale majeure qui va être fait de plusieurs angles. D'abord, on va avoir le rapport Marsh au Canada anglais, sur lequel je vais passer très rapidement, mais qui s'inscrit dans la lignée libérale. Euh, Marsh avait été formé par Beveridge. Alors, c'est les assises un peu pour l'établissement d'un modèle beveridgien au Québec, un modèle libéral de protection sociale. Ce sera une autre histoire. Là où je veux simplement mettre la table, et ce sera très court parce que j'ai plus de temps, c'est qu'au Québec, et notamment autour de l'Université Laval, s'est développée une alternative néo-corporatiste, où on voulait, plutôt que le modèle wagnérien qui va s'imposer à côté du système de protection sociale beveridgien, on voulait créer un système néocorporatiste inspiré
des recommandations de l'OIT, mais aussi inspiré des expériences européennes, notamment sous la République de Weimar en Allemagne. Alors, le Québec, je n'irai pas dans le détail ici, certainement, mais on a vu déjà l'adoption d'une loi Arcan avec des conventions collectives d'ordre public qu'on voulait finalement voir s'étendre et intégrer des dimensions de droit social. Je passe vite là-dessus, mais déjà, sous Godbout, on parlait de donner des allocations familiales aux travailleurs couverts par des décrets d'extension des conventions collectives. Alors, il y a un droit social qui émerge aux côtés des droits privés et publics à cette époque-là, autour de la loi du salaire minimum puis de la loi de la convention collective. Il y a des progrès réels qui ont été faits sur ces fronts-là. Je ne peux pas m'y pencher, mais encore une fois, ça a été discrédité sous Duplessis. Dernier point, je tiens à en dire un mot. D'abord, on sait que la trajectoire qui va être prise par le Québec, ce sera d'adopter un modèle de type wagnérien, surtout suite à la publication du rapport Prévost, puis les pressions des syndicats internationaux. Alors, la loi des relations ouvrières sera l'avenue qui va être empruntée à partir de 49 par le Québec et les autres provinces et le fédéral. C'est une bifurcation entre le droit social et le droit du travail qui est très claire. Mais il y avait un foyer de contestation à l'Université Laval et autour du Conseil supérieur du travail qui était contre l'adoption d'un modèle wagnérien et qui prônait plutôt un modèle de droit social à l'européenne. Euh, on a besoin de faire plus d'études, mais euh, autour de Georges-Henri Lévesque et de son étudiant Després qui a publié ce volume-ci, je pense qu'on le voit à l'envers, le Canada et l'Organisation internationale du travail, on rejetait le principe du monopole de représentation syndicale parce qu'on voulait que les conventions collectives couvrent aussi les travailleurs non syndiqués et on voulait créer un système de droit social qui les couvrirait. On s'opposait à un tribunal du travail indépendant nommé par le pouvoir exécutif. On voulait plutôt un système tripartite sur le modèle prôné par le BIT. Et on s'inspirait beaucoup du modèle prôné par le BIT, donc, je termine, il me reste, je vais prendre une dernière minute. Le BIT s'était réinstallé à McGill, à Montréal, réfugié là pendant la guerre. Ces réformateurs chrétiens s'inspiraient de ce qu'ils prônaient en matière de démocratie tripartite pour créer un régime de travail réellement humain sur le modèle de la Déclaration de Philadelphie. Et simplement ici pour dire, en terminant, que un certain Després, Jean-Pierre Després, qui était le premier secrétaire du département des relations industrielles, mais aussi un chercheur en droit social qui a fini par travailler au BIT, voyait le modèle de la Déclaration de Philadelphie comme la base d'un droit social au Québec et au Canada, qui intégrerait les deux volets, droit du travail, droit social, plus d'interfaces séparées. Le tout aurait été réglé au sein d'une démocratie sociale et Després publiait abondamment là-dessus dans la foulée de la Déclaration de Philadelphie jusque dans les années 40. Alors, je m'arrête ici simplement pour dire que notre espèce de modèle de bifurcation entre le droit du travail d'une part, de type wagnérien, et le droit social d'autre part, il n'y avait rien de gagné dans l'entre-deux-guerres et qu'on avait un modèle où un droit social, comme Després disait, était en gestation et qu'on voyait comme l'aboutissement normal des relations industrielles. On a plutôt adopté un modèle en continuité du libéralisme. On verra les contradictions à une autre occasion.